Bonjour, je m'appelle Liv Danton-Lefebvre et je vous propose ce webinaire aujourd'hui sur le télétravail bien mené vers une entreprise plus responsable et plus rentable. Je vous propose 3 étapes pour ce webinaire. Donc, dans un premier temps, on fera un état des lieux sur le télétravail, donc la définition, en tout cas d'un point de vue juridique, les usages, le télétravail sauvage, c'est-à-dire ce qui s'est passé durant la crise sanitaire et en quoi, en fait, c'est une des pire façon de mener le télétravail. Et puis, je vous exposerai quelques études sur le point de vue des salariés et le point de vue des managers aussi. C'est important, les managers de télétravailleurs. On verra pourquoi. Et en terminant cette première partie sur les limites et les risques du télétravail. Voilà, pour bien prendre en compte ces aspects-là. Dans une deuxième partie, je traiterai des aspects plus responsables, donc en quoi le télétravail peut vraiment permettre à votre entreprise d'être plus responsable, puisque je parlerai évidemment du transport domicile-travail, mais vraiment pas que, il y a énormément d'avantages au télétravail. Donc sur le risque routier, la fatigue et le stress de vos salariés, donc comment vous pouvez leur permettre d'augmenter leur concentration et donc la qualité du travail qu'ils vont fournir et puis la satisfaction qu'ils auront à réaliser ce travail. Et puis, je vais vous parler aussi des impacts sociétaux, une étude très intéressante qui montre les économies qui peuvent être réalisées par la société en général grâce au télétravail. Et je parlerai, vous verrez, de télétravail partiel. Dans un troisième temps, j'évoquerai vraiment les aspects purement performance économique. Donc, le télétravail, levier de performance. Quel retour sur investissement peut-on en attendre? Quelles sont les conditions de réussite aussi? Comment sécuriser la mise en place du télétravail? Donc, je vous présenterai mon plan en 5 étapes. Et puis, je vous expliquerai comment je peux vous accompagner éventuellement si vous avez besoin dans cette mise en place. Je suis Liv Danton-Lefebvre, je suis designer d'expérience et j'aide mes clients à proposer des expériences qui vont être plus engageantes, plus impactantes et plus séduisantes. Alors, pourquoi je vous parle du télétravail aujourd'hui? Alors, déjà, j'ai commencé ma carrière professionnelle en faisant une thèse sur la communication à distance. Donc, le sujet, c'était est-ce qu'on peut communiquer à distance de la même manière que nous communiquons en face à face, notamment quand on doit faire quelque chose avec quelqu'un, donc quand on collabore avec quelqu'un. Est-ce que c'est aussi efficace? Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce que la visio est importante? J'ai notamment fait un webinaire il y a peu de temps sur le sujet que je vous invite à revoir sur YouTube. J'ai ensuite travaillé en télétravail partiel de nombreuses années et notamment à cette occasion-là, j'ai appris le management avec des télétravailleurs, donc certains qui étaient à 100% en télétravail. Donc c'est une question qui m'a interrogée. Notamment du fait que j'avais fait cette thèse. Et du coup, j'ai fait plusieurs mois de recherche personnelle sur le sujet et ce qui m'a amené à écrire un livre sur le sujet, télétravail, enjeux et management. Nous allons aborder maintenant l'état des lieux du télétravail, donc dans cette première partie. En ce qui concerne la loi, je vous donne la définition. Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Donc voilà, c'est la définition du Code du travail paru au journal officiel du 31 mars 2018. Donc on voit qu'ici on utilise bien les technologies d'information et de la communication. Donc quelqu'un qui ferait de la couture à domicile, par exemple, ferait du travail à domicile et pas du télétravail. Et puis, on peut donc de façon indéterminée, j'ai envie de dire, travailler soit dans les locaux de l'employeur, soit à domicile, ou ça peut être aussi
En télécentre, par exemple, vous savez qu'il existe ce qu'on appelle des tiers-lieux. Donc, ce sont des bureaux multi-entreprises qui peuvent se trouver un peu partout sur le territoire. On en trouve beaucoup à la campagne aussi, pas que dans les villes, mais qui permettent aussi à une personne de télétravailler d'un télécentre et pas forcément nécessairement à domicile, puisque c'est pas toujours souhaité et c'est pas toujours souhaitable pour le salarié. On reviendra là-dessus. Alors déjà, un petit point, parce que en ce moment, donc, j'enregistre ce webinaire en mai 2020, donc en pleine crise sanitaire du coronavirus. Et donc, comme vous le savez, un grand nombre d'employés ont dû se mettre au télétravail sauvage, comme je l'appelle. C'est le terme que j'ai proposé, puisque du jour au lendemain, sans forcément y être préparé, sans avoir négocié à l'avance ce cas-là, les employés qui étaient pour certains à 100% dans les locaux de l'entreprise pour travailler jusqu'à maintenant, ben, en fait, expérimenter le télétravail sauvage du coup. Ils ont vraiment été parachutés dans cette situation-là, donc à être confinés à la maison. Donc c'est vraiment la situation la pire et c'est vraiment pas comme ça que je propose évidemment de mettre en place le télétravail. On le verra plus tard dans la troisième partie. Donc quel est le bilan? Je suis tombée sur cette infographie publiée dans La Voix du Nord qui est assez intéressant. Donc 70% des Français sont actuellement en télétravail, ce qui est un chiffre énorme par rapport aux télétravailleurs habituels. 32% travaillent plus que d'habitude, donc de chez eux. 51% ne prennent pas de pause déjeuner tous les jours. Donc ça, c'est vraiment un point important. Puisque pour bien télétravailler, il faut bien encadrer aussi les horaires de travail, les horaires notamment où l'employé va être joignable, pour qu'il puisse voilà, prendre des repas, des pauses déjeuner, pour qu'il puisse aussi prendre des pauses le matin pour aller se faire un thé ou un café, pour pouvoir se changer d'air. Et puis, vous le savez, c'est nécessaire voilà, se changer d'air 5 minutes pour prendre du recul sur son travail. Donc ça, c'est vraiment important. Et par contre, c'est ce qu'on observe chez les télétravailleurs partiels également, c'est que les gens ont plus de temps, alors notamment en confinement, c'était pour cuisiner, pour dormir aussi, ce qui est important pour le travail, évidemment. Par contre, vous voyez, et ça c'est un chiffre que je trouve assez dramatique, 74%, donc 3 quarts des salariés, n'ont aucun moment dédié à leurs collègues pendant la journée. Donc ça, il faut trouver des solutions pour qu'il y ait des rituels qui se mettent en place pour que les gens puissent avoir accès à de la communication informelle, hein, ce qu'on peut trouver autour de la machine à café. Chacun a ses petits rituels pour sympathiser, pour avoir des moments conviviaux avec ses collègues. Alors voilà, donc malgré tout, en fait, on a 8 Français sur 10 qui souhaitent, en télétravail forcé, qui souhaitent adopter le télétravail suite à cette crise sanitaire. Donc, même s'ils ne trouvent pas tout à fait leur marque, en fait, ils souhaitent quand même continuer à télétravailler. Et puis 56% estiment mieux travailler de chez eux. Donc là, encore une fois, il y a des questions à se poser. Comment on peut organiser le travail pour que les gens travaillent mieux au bureau et tirer parti également du fait qu'ils travaillent mieux chez eux si on ne peut pas améliorer les conditions de travail au bureau. L'idée, ça va être voilà, d'organiser le télétravail partiel, bien mené, bien géré, comme je vous l'expliquerai, pour tirer vraiment profit pour le salarié, mais aussi pour l'entreprise, du télétravail qui est vraiment un dispositif très intéressant.
Aussi, je voulais évoquer rapidement le fait que la législation change. Donc en 2018, on a eu une dernière modification concernant les lois du télétravail. Et on va vers vraiment un droit au télétravail pour les salariés. Donc c'est vrai que en tant qu'employeur, c'est important, ou RH, c'est important de s'intéresser à cette question et peut-être proposer, en fait, je pense que c'est le bon moment d'y réfléchir, proposer un système du télétravail, un management du télétravail qui soit vraiment idéal pour vos employés, pour votre entreprise, pour l'activité. Alors justement, le point de vue des salariés, donc c'est intéressant de s'y arrêter un instant. Je vous propose donc de vous faire une petite synthèse là d'une étude qui s'appelle le rapport d'enquête Aubergo. Donc, ce sont deux ergonomes qui réalisent des enquêtes depuis plusieurs années sur le télétravail, la manière dont les télétravailleurs qui télétravaillent déjà depuis un certain nombre de mois vivent le télétravail. Donc, on a des télétravailleurs à temps partiel, on a des télétravailleurs à temps complet, on a un peu de tout. On a notamment trois quarts de personnes qui travaillent dans le privé et un quart dans le public. Et donc cette enquête, elle est constituée de 431 réponses de télétravailleurs et qui sont presque toujours à temps partiel, en moyenne 1,6 jours par semaine, donc vous voyez 1 ou 2 jours par semaine. Alors, ce que nous rapportent ces télétravailleurs, c'est qu'ils constatent vraiment de façon massive un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Donc plus de qualité de leur vie personnelle, travail et hors travail, 95% des réponses, donc c'est énorme. Plus de qualité de vie familiale, donc 89% des réponses, c'est énorme également. Et puis ça améliore, voilà, il y a une meilleure répartition du temps professionnel, sociaux, familiaux, personnel, 88%. Donc ce chiffre, il peut vous paraître étonnant puisque souvent, en fait, les gens constatent au début du télétravail ou quand on met en place un télétravail qui n'est pas bien mené, donc typiquement le télétravail sauvage, prenons cet exemple encore une fois, où les gens vous disent que en fait ils ont du mal à couper entre le travail et le temps familial puisqu'ils ont un bureau qui peut être fermé, mais voilà, en fait, ils coupent leur ordinateur, mais en se disant, ah oui, mais je vais quand même garder mon téléphone à proximité, on ne sait jamais si tel client me rappelle ou telle personne, etc. Donc ça, c'est important, il y a des techniques pour ça. Pour vraiment bien séparer les deux. Bon, malgré tout, les gens s'en sortent quand même plutôt bien. Même si, bon, moi je conseille quand même, il y a quelques petites choses qui peuvent améliorer le quotidien. Diminution pardon, du stress et de la fatigue physique. Évidemment, donc moins de fatigue physique liée au transport, 89% des personnes, hein, c'est énorme. Moins de stress lié au transport, évidemment. Et des conséquences positives sur la santé physique et mentale, 79%, évidemment, le stress et la fatigue liés au transport peuvent être assez délétères. On rapporte aussi également des gens qui ont du stress causé par l'environnement de travail en lui-même, notamment les open space par exemple, ou le fait d'être interrompu dans ses tâches régulièrement par rapport à son activité. Et puis, ce que les salariés apprécient également, c'est l'autonomie, la responsabilisation de leur travail. Donc, ils estiment qu'ils ont plus de marge de manœuvre, plus de marge de liberté dans la gestion de leur temps à 81% du temps. Et plus de temps consacré à des activités locales, 46% du temps. Donc, ça va être dans des associations, dans des activités sportives, etc. Donc, vous voyez que pour le salarié, le télétravail a des avantages massifs. Alors,
là, je vais vous parler plutôt des managers. Pour les managers, c'est un petit peu différent. En fait, il y a un paradoxe, puisque ils sont à 80% satisfaits ou très satisfaits des performances au travail de leurs collaborateurs en tant que managers et eux-mêmes en tant que télétravailleurs, donc bénéficient des avantages du télétravail qu'on a cité juste avant, hein, bien sûr. Mais seulement 50% à être satisfaits dans leur rôle de supervision à distance. Euh, ça s'explique aussi beaucoup par une culture, notamment dans les pays latins, de management à vue, c'est-à-dire un management au fil de l'eau où on a les équipes qui sont là et puis on gère les problèmes quand ils arrivent et on gère les choses un petit peu au fil de l'eau comme ça. Notamment, les managers vont avoir cette peur de perdre le contrôle sur leurs subordonnés, vont avoir peur que le travail ne soit pas fait de manière sérieuse, etc. Donc, il y a vraiment une angoisse en fait due au télétravail, surtout de ne pas savoir comment manager à distance. Donc le contrôle, cet aspect de contrôle, c'est la clé de voûte des angoisses des managers et c'est là-dessus qu'il va falloir agir pour que ce soit mieux vécu par les managers et qu'ils aient voilà, des clés pour pouvoir, eux, être plus rassurés et puis pouvoir mieux manager et avoir quand même ce contrôle sur leurs subordonnés, sur le travail notamment qui a été fait. Donc, l'idée, ça va être de se centrer vraiment sur ce qui est livré, en fait, hein, sur le résultat du travail et pas sur le présentéisme. Euh, Petit point sur le présentéisme, en France, c'est un sport national, hein, le fait de rester tard au bureau, etc., ou d'être inefficace, mais de rester à son poste de travail, voilà, pour donner le change. Mais en vérité, en fait, ça induit plus de fatigue qu'autre chose, et puis ça n'apporte rien de spécial au travail. Donc, je vous ai mis quelques petits verbatims des managers. Comment peut-on savoir si mon collaborateur fait réellement ses heures? Quelles consignes lui donner pour qu'il sache où sont les limites entre son temps personnel et son temps professionnel? Et ou alors encore, mon collaborateur sera-t-il aussi joignable et disponible en télétravail? Donc tout ça, ce sont des questions qui trouvent des réponses facilement si on met en place vraiment les bonnes règles de fonctionnement de l'équipe. Je vais passer maintenant, pour terminer cette première partie, à la question quelles sont les limites et les risques? Alors, déjà, tous les employés ne peuvent pas télétravailler. Il y a des emplois qui sont télétravail compatibles et d'autres non. Alors, attention, petit point, attention, il y a certains emplois où on a l'impression que la personne ne peut pas télétravailler. En fait, c'est le cas. Je donne l'exemple d'une personne que j'avais rencontrée qui travaillait dans une imprimerie et donc, une imprimerie, c'est beaucoup de bruit au quotidien et cette personne avait beaucoup de temps de transport. Donc, l'imprimerie était dans le centre de Paris et lui, en fait, avait 1 heure et demie de transport pour venir. Et puis, il était proche de la retraite avec une certaine fatigue des transports, une certaine fatigue due au bruit de l'environnement. Et en fait, à un moment donné, il devait chaque semaine, il prenait une journée ou une demi-journée pour vérifier les commandes, etc. Enfin, il avait du travail administratif, on va dire, à faire. Et ce qu'il m'expliquait, c'est que en fait, lui, il pouvait tout à fait télétravailler une journée tous les 15 jours. Et pour lui, bah, c'était 3 heures de temps sur sa semaine. Et puis, une fatigue, une limite de sa fatigue qui était vraiment inestimable. Donc, certains emplois qu'on pense non compatibles, pardon, peuvent l'être malgré tout.
Il faut regarder aussi les conditions de travail à la maison. Et effectivement, si on a un logement qui malheureusement ne permet pas d'accueillir une pièce qui soit fermée et puis qu'on a des enfants qui rentrent du collège en plein après-midi, par exemple, ça peut être un peu compliqué. Bon, il y a des solutions puisqu'il existe des télécentres aussi à proximité peut-être du domicile de la personne qui peuvent lui épargner voilà, un temps de transport qui est parfois long. Et puis, tous les employés ne veulent pas télétravailler, hein. Il y en a qui se sentent vraiment pas, euh, comment, et tous les employés ne veulent pas télétravailler non plus. Il y a certaines personnalités qui ne sont pas compatibles au télétravail. Donc là, ce sont aux employés de vous exprimer ça. Bon, il y a des questionnaires qui ont été faits pour ça également que vous pouvez leur transmettre. Mais en tout cas, voilà, il faut que les employés soient volontaires pour ça. Bon, bien sûr, en cas de crise sanitaire comme c'est le cas en ce moment, c'est autre chose puisqu'on est bien obligé de faire travailler les gens à la maison. Euh, mais en tout cas, si vous voulez mettre en place ce télétravail sur le long terme, dans des situations normales, je pense que c'est important d'écouter ces personnes qui ne souhaitent pas télétravailler. Alors, il y en a, c'est peut-être parce que on leur donne pas les clés pour bien s'organiser, etc. Ou d'autres, c'est vraiment une question de personnalité. Encore une fois, je le répète, moi, ce que je vous préconise, c'est de proposer du télétravail partiel, donc pas évidemment pas 100% du temps. Moi, je voulais vous montrer aussi ce petit graphique. Donc, on voit là, c'est une étude du gouvernement américain. Donc, sur les télétravailleurs ils ont recensé en fait un nombre de personnes qui seraient éligibles au télétravail. Et vous voyez que au fur et à mesure du temps, entre 2012 et 2018, ce nombre de télétravailleurs éligibles passe de 30% à 50%, dû au fait que la plupart des postes sont de plus en plus numérisés, que les gens ont de plus en plus l'habitude de communiquer à distance, etc. Et puis le nombre de télétravailleurs effectifs, donc on passe de 14 à 22%. Donc on voit que finalement, en fait, on a un peu moins de la moitié des gens qui peuvent télétravailler, qui télétravaillent effectivement. Quelles sont les limites et risques du télétravail? Alors pour l'employé, en fait, presque 60% ressentent une augmentation du temps de travail. Et effectivement, quand on regarde la production des employés en télétravail, il y a une nette augmentation, on y reviendra dans la troisième partie, une nette augmentation de la productivité, de ce que produisent les salariés. Donc effectivement, il y a ce risque-là, entre guillemets, d'une augmentation du temps de travail, mais qui peut être mal vécu par les salariés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre quand même des garde-fous pour que les salariés puissent s'organiser correctement. Et en général, on observe que les salariés ne sont pas contre travailler davantage en télétravail. D'ailleurs, ils se sentent plus productifs et tout en étant moins fatigués, et ça rentre dans leur satisfaction du travail, hein, au travail. Mais il ne faut pas que ça déborde non plus sur leur vie personnelle, puisque à terme, ça risque d'impacter leur travail. Alors, en termes de limites et de risques, on parle aussi d'isolement social. Qu'en est-il? Donc, moi, je constate que quand on a des télétravailleurs qui travaillent 1 ou 2 jours par semaine maximum en télétravail de chez eux, ou encore moins de télécentres, on n'a pas de problème d'isolement social. En plus, on peut organiser, quand vraiment l'ensemble de l'entreprise ou de l'équipe a l'habitude du télétravail, on peut organiser des points de conversation informels
ou au cours d'une réunion, avoir ce petit moment de détente qui permet d'avoir des relations avec ses collègues. Ce que je constate, c'est que aussi, et c'est les études qui le montrent également, en fait, c'est à 1 ou 2 jours par semaine, ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'on a des meilleures relations avec ses collègues également, puisque on les voit moins souvent, donc on prend davantage le temps, quand on est en face à face, d'échanger avec eux. Et donc, les relations s'améliorent des deux côtés pour les télétravailleurs et même pour les gens qui ne télétravaillent pas. Mais il y a des impacts négatifs et je pense que effectivement vos salariés pourraient en témoigner actuellement en télétravaillant à 5 jours par semaine en télétravail, en tout cas à 100% du temps. À partir de 2 jours par semaine, par contre, là, on peut ressentir en tant que salarié des effets délétères. Pour l'entreprise, le principal problème, ça va être le manque de communication informelle, puisque, vous le savez, les communications informelles, même si elles ne sont pas organisées dans des réunions, en fait, permet l'huile dans les rouages pour l'entreprise. Mais ce qu'on a constaté, donc je vous le disais, entre 1 et 3 jours par semaine, le télétravail améliore les relations entre collègues et à la hiérarchie. Encore faut-il que le télétravail soit bien mené. Donc pour ça, il est essentiel de gérer en fait la mise en place du télétravail, de manager cette mise en place. Et donc je vous expliquerai dans la 3e partie, je vous donnerai quelques conseils et surtout les 5 étapes que je préconise pour la mise en place du télétravail. Qu'on passe à cette 2e partie vers une économie plus responsable, puisque si vous êtes dans ce webinaire, c'est que vous vous intéressez aussi au fait que votre entreprise dans le monde d'après soit plus responsable. Donc déjà, je voulais partir sur un prérequis, se débarrasser du dogme économie au détriment de l'écologie. C'est pas le cas. Alors, j'en veux pour preuve, par exemple, cet article publié dans la Tribune le 27 avril 2020. Donc, la sortie de crise ne se fera pas au détriment de la transition écologique et de la justice sociale. Nous sommes prêts à nous transformer. Donc, c'est une tribune qui a été rédigée par le président de Réseau Entreprendre, par le président du Centre des jeunes dirigeants et le président des dirigeants responsables de l'Ouest qui souhaite relancer donc l'économie, mais tout en étant responsable, en gardant le cap de la transition écologique et de la justice sociale. Et le télétravail est un bon moyen d'y arriver, encore une fois, quand il est bien mené. Et pour vous parler de cette thématique, je vais commencer par évoquer le transport puisque c'est le principal émetteur de CO2 avec près de 40% des émissions totales de gaz à effet de serre, dont 61% des voitures hors utilitaires, donc vraiment des voitures personnelles. Notamment quand on regarde tous les déplacements des Français, on se rend compte en orange que pour l'emploi, c'est à peu près c'est 39% des déplacements en termes de temps. Donc 4h17 par semaine sur 10h22 de déplacement. Et en termes de distance, les personnes parcourent 172 km par semaine, donc 43% de la distance parcourue pour le travail. 7 salariés sur 10 font travailler en voiture et vous l'avez vu dans la slide juste avant, ils font de nombreux kilomètres pour aller travailler. Donc effectivement, éviter ces trajets 1 fois ou 2 fois par semaine, aller-retour, permettrait de faire énormément d'économies. Donc on l'a vu, hein, les impacts des trajets domicile-travail au niveau de la pollution sont énormes. Mais il y a quelque chose aussi, un bénéfice qu'on peut tirer du télétravail, c'est le risque routier. On n'y pense pas forcément. Mais le risque routier, c'est la première cause de mortalité qui est liée au travail.
Il faut savoir que voilà, le trajet domicile-travail, hein, on est déjà dans l'accident du travail. Et puis, donc les trajets domicile-travail représentent un quart des accidents de la circulation routière, puisqu'on a un trafic dense. On a des risques de fatigue, notamment l'hiver, puisqu'il fait nuit et puis il y a plus de fatigue. Et donc, c'est un risque qui est vraiment non négligeable. C'est chaque année des millions d'euros pardon, de dépenses des entreprises par rapport à ces trajets domicile-travail. Donc effectivement, quand vous retirez sur 10 trajets de la semaine d'un salarié, vous travaillez, vous retirez 20 ou 40% de ces risques-là, au final, ça devient énorme. L'impact devient énorme. On a, j'en parlais tout de suite, de la fatigue et du stress aussi qui sont liés au transport, hein. Vous voyez que les employés voilà, ont une distance par rapport à leur travail qui est souvent énorme. La durée moyenne pour se rendre au travail, c'est 22,6 minutes. Bon, bien sûr, on a deux populations qui vont être distinctes. On a les résidents d'Île-de-France qui vont mettre de 31 à 36 minutes et certains plus d'une heure. Et puis les autres qui mettent entre 18 et 23 minutes. Mais après, on peut avoir des trajets. Si vous avez 25 minutes de trajet sur une route accidentogène de campagne, surtout la nuit, voilà, ça peut être vraiment beaucoup de fatigue qui s'en découle. Donc, le télétravail va diminuer évidemment le stress des transports. Si on reprend l'étude que je vous ai citée tout à l'heure sur le point de vue des salariés, on a pour 89% des répondants une diminution de la fatigue physique liée au transport, ce qui est énorme, et une diminution du stress lié au transport de 82%. 79%, donc je le disais, de conséquences sur leur santé physique et mentale, ce qui est quand même massif. Alors, ce qui se passe quand ils sont en télétravail, qui n'ont pas ces 30 minutes de trajet pour se rendre à leur travail, en fait, ils commencent plus tôt. Donc, les gens commencent à l'heure où ils doivent partir. Si, par exemple, ils partent de chez eux à 8h30, ils commencent à travailler, à télétravailler à 8h30. En général, ça leur permet de terminer plus tôt le soir et puis ils n'ont pas aussi ce temps pour rentrer à la maison. Donc c'est vraiment du temps de gagner qu'ils utilisent généralement quand ils ont une famille pour leur famille. Voilà. Et même en cas de un jour par semaine, les gens en bénéficient vraiment de manière importante. Et puis évidemment, en cas de grève ou d'intempérie, le télétravail vraiment va simplifier la vie des personnes. Je voulais évoquer aussi le travail dans le bruit, puisque en fait c'est quelque chose qui est souvent reporté par les salariés dans leur entreprise. Et puis on voit aussi une massification de l'open space, des bureaux ouverts. Donc ça n'est pas sans conséquence sur la concentration des personnes. Pour 60% des employés du tertiaire, on a une perte de concentration qui est importante. Donc c'est énorme, hein, plus d'une personne sur deux, 6 personnes sur 10 constatent une concentration qui est nettement diminuée. Bien sûr, baisse de performance des tâches cognitives, donc ça va être qui demande vraiment de la concentration, ça va être écrire un rapport, écrire un mail qui est complexe, ça va être voilà, aussi dans des réunions, dans des négociations, il faut pouvoir garder la concentration. Il y a plus, ça a pour conséquence vraiment plus d'insatisfaction au travail, évidemment. Il faut savoir qu'on ne s'habitue pas au bruit. Je vous renvoie à cette étude qui est assez intéressante sur le rapport sur les coûts sociaux des pollutions sonores, donc, qui a été publié en 2016 par l'ADEME et le Conseil national du bruit. Donc les gens ne s'habituent pas au bruit.
Et puis 70% pensent qu'ils seraient plus productifs avec moins de bruit. On estime, donc ce rapport estime que la perte économique pour les entreprises est de l'ordre de 18 milliards d'euros. En termes maintenant d'impact sociétaux, cette étude vraiment est très intéressante. Elle nous révèle, donc c'est le livre vert du télétravail publié par Syntec, que si 5% en Île-de-France, si 5% des 4 millions de travailleurs du tertiaire télétravaillaient seulement un jour par semaine, 5%, un jour par semaine, on supprimerait l'ensemble des embouteillages et des problèmes liés au transport en commun. Bon, c'est vraiment impressionnant les conséquences qu'on peut avoir juste en faisant télétravailler 5% des travailleurs du tertiaire, alors que on l'a vu dans l'étude précédente du gouvernement américain, ils estiment qu'il y a 51% des gens qui sont éligibles au télétravail. Donc en trouver juste 10%, voilà, ça peut se faire. Donc vraiment, c'est une très bonne nouvelle pour tous les gens qui ont besoin de prendre la route. Autre conséquence aussi, c'est sur l'économie locale, puisque donc en Île-de-France, mais aussi dans d'autres métropoles, vous avez les personnes qui partent le matin et qui consomment généralement dans la grande ville, donc à Paris ou dans la grande ville dans laquelle ils vont travailler. Alors qu'en télétravail, eh bien, on est plus amené à consommer local, c'est-à-dire à faire vivre les villages, à faire vivre la périphérie et à contribuer vraiment à une vie plus dynamique pour l'ensemble de ces territoires. Autres impacts sociétaux, donc là c'est une étude du gouvernement américain qui estime qu'on pourrait faire entre 2500 et 5000 euros par an et par personne d'économie grâce au télétravail en économisant les trajets domicile-travail. Alors là-dedans, on fait baisser les coûts publics d'infrastructure, les coûts des parkings, les coûts liés aux accidents aussi, les appels d'urgence, les blessures, etc. Et les coûts aussi également liés à la pollution, problèmes de santé de la pollution et les problèmes environnementaux. Donc vous voyez que c'est massif, c'est vraiment énorme. Je vais aborder maintenant la troisième partie vers un télétravail levier de performance économique. Donc nous venons de voir ces points-là dans cette présentation, moins de stress dû au transport, plus de concentration sur le travail, moins de distractions et d'interruptions dans le travail, plus de motivation aussi de la part des salariés, meilleure qualité de vie, meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle, meilleure relation entre collègues. Tout ça vous permet de comprendre pourquoi le ministère de l'économie relève qu'on a une augmentation de production et de productivité qui augmente entre 5 et 30% en télétravail. Alors, pourquoi on a un tel écart entre 5 et 30%? Bien sûr, ça dépend de l'activité, bien sûr, ça dépend de la manière dont le télétravail est géré, etc. etc. Donc, en tout cas, on constate une augmentation, mais elle peut être minime comme elle peut être 30%, c'est énorme, hein, c'est un tiers de la production en plus, c'est énorme. Juste en mettant en place le télétravail, c'est-à-dire sans coût, sans gros coût pour votre entreprise, c'est beaucoup. On a aussi également moins de 20% d'absentéisme et puis une diminution du turnover, donc augmentation de la fidélisation de vos talents notamment, c'est très important. Donc on l'a vu, hein, le télétravail a des avantages pour les employés, a des avantages pour l'entreprise puisque les salariés restent davantage dans l'entreprise, sont moins absents et surtout sont plus productifs et sont plus motivés. Donc c'est super. Évidemment, il y a des conditions de réussite à la mise en place du télétravail et comme je vous l'ai dit, il faut que la mise en place du télétravail soit bien gérée. Hein. Donc, notamment, moi, ce que je préconise, et je trouve qu'il y a vraiment une marge de manœuvre là qui est exceptionnelle quand on met en place le télétravail, c'est que, en fait, on va être
quelque part obligé de parler du travail pour mettre en place le télétravail, puisqu'il n'y a pas vraiment de recette magique. Il y a une procédure qui est la clé, le secret que je vais vous livrer dans quelques instants. Mais il y a pas de recette toute faite pour chaque entreprise, pour toutes les entreprises, pardon. Chaque entreprise, en fait, doit réfléchir à la méthode idéale. Donc finalement, on doit se poser la question de qu'est-ce qui est le mieux pour l'activité de travail. Je vous donne un exemple. Vous êtes responsable d'équipe, par exemple, et vous avez donc votre équipe à gérer, vous avez des tâches administratives, et parfois vous devez aussi constituer des dossiers, donc rédiger des dossiers pour défendre tel ou tel projet. Très bien. Les tâches de gestion d'équipe où on va être au plus proche de son équipe, où on va devoir répondre rapidement aux sollicitations, etc. Donc cette activité-là, elle est bien mieux dans les locaux de l'entreprise. Ok. Mais parfois, quand vous devez rédiger un dossier pour défendre tel ou tel projet, en fait, il est bien plus efficace de s'extraire de votre mode de travail habituel, c'est-à-dire au bureau, et d'aller travailler chez vous, de travailler toute l'après-midi sur votre dossier. Et voilà, vous bouclez le dossier et puis vous êtes sûr de vraiment avoir une cohérence dans votre dossier. Vous n'êtes pas interrompu toutes les 5 minutes pour la rédaction de ce projet, etc. Et donc, c'est bien plus efficace. Vous allez mettre 3 ou 4 heures à rédiger ce dossier, alors qu'au bureau, en fait, vous auriez passé un temps fou à essayer de vous remettre dans le projet, à chaque fois d'être interrompu, de vous remettre dans le projet, etc. Alors que là, le fait d'être vraiment concentré à 100%, c'est nettement mieux. Donc, tout ça doit être exposé, discuté dans les équipes pour savoir justement comment on fait, comment on trouve des solutions. Est-ce que la solution, c'est de mettre en place le télétravail tous les jeudis on a une partie de l'équipe qui télétravaille et tous les vendredis, par exemple. Ou est-ce que c'est plutôt à la demande et dans ces cas-là, il faut prévenir l'équipe d'une manière ou d'une autre. Voilà. En tout cas, il y a des choix à faire. Et moi, je trouve que c'est ce que je trouve passionnant dans l'accompagnement des entreprises aussi à la mise en place du télétravail, c'est ce dialogue qui se crée au sujet du travail, sur le travail, sur ce qu'on fait ensemble, ce qui nous lie ensemble et qui permet vraiment de trouver des pépites, en fait, des modes d'organisation qui vont être optimaux et pas forcément pour le télétravail, également pour le travail au bureau. On implique l'ensemble des métiers dans la mise en place, alors même les métiers qui ne sont pas éligibles au télétravail. Donc je le répète, hein, il y a des postes pour lesquels en fait un travailleur peut tout de même télétravailler à certains moments. Mais de toute manière, il faut que l'ensemble des métiers soient impliqués et créer ce dialogue-là, puisque évidemment, quelqu'un qui ne pourrait pas télétravailler a quand même besoin de joindre telle ou telle personne et elle doit savoir si la personne est en télétravail ou si la personne est en congé, si elle est en télétravail, quand est-ce qu'elle peut la joindre, etc. Donc, on négocie tous ensemble les modalités de télétravail, salariés, managers et décideurs. Et puis, les managers sont au clair aussi avec le fait qu'ils peuvent évaluer le travail sur les résultats et pas sur le présentéisme. Je vous en ai parlé du présentéisme, c'est vraiment quelque chose, une mauvaise habitude très française qu'il faut arrêter. C'est pas comme ça qu'on est le plus efficace et c'est pas comme ça que se crée de la confiance dans les équipes. Et par contre, il faut pouvoir aider les managers à bien évaluer le résultat du travail. Et pour ça, on peut
Éventuellement, ça peut être l'occasion qu'ils refassent ou qu'ils fassent des formations sur le management et puis qu'ils mènent une réflexion à ce sujet sur comment ils peuvent évaluer le travail qui a été fourni par leurs collaborateurs. Alors, quelles sont les conditions de réussite? Donc là, on est en plein dans le secret de la mise en place du télétravail bien mené. Les règles d'usage sont claires et elles sont acceptées par tous. Hein, on a un process qui est clair d'éligibilité au télétravail. On peut expliquer à une personne pourquoi elle n'est pas éligible ou pourquoi elle est éligible. On a des horaires au sein desquels les employés peuvent être joignables, qui correspondent pas forcément s'ils travaillent 8 heures dans la journée, pas forcément 8 heures, puisqu'on peut imaginer que justement, et c'est un des avantages qui a été souligné par les télétravailleurs dans l'enquête Aubergo. On peut imaginer que justement les télétravailleurs bénéficient d'une certaine souplesse qui peuvent leur permettre d'aller faire le marché entre 10h et 11h par exemple. Ils commencent plus tôt et puis voilà, ils se font une pause ou d'aller courir ou je ne sais quoi. De prendre un peu plus de temps le midi pour aller faire du sport, le temps de revenir, de déjeuner, etc. Voilà, je pense que ça peut faire partie aussi des avantages du télétravail. Encore faut-il que voilà, ce soit clair et que ce soit pas en catimini, etc., tout en ayant peur qu'on ait un coup de fil à ce moment-là. Je pense qu'il faut que ce soit vraiment hyper transparent. Puis savoir qui télétravaille quand. Alors, j'avais accompagné une entreprise. Eux, ils avaient décidé d'avoir des petits codes couleurs en fait sur leur porte en disant, bah voilà, donc si par exemple je télétravaille le lendemain, je vais mettre une petite gommette verte. Donc, je suis joignable. Mais je ne suis pas dans mon bureau. Par contre, si je suis en congé, bah, la gommette est rouge et donc là, je ne peux pas être joignable, je ne suis pas en train de travailler. Voilà, donc ça facilite les relations. Ça peut être aussi sur un logiciel, une manière ou une autre de savoir qui on peut joindre et comment. Et puis, vous pouvez aussi mettre en place des formations pour réaliser des réunions plus efficaces. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider dans votre activité au quotidien de toute façon. Et puis, surtout, en condition de réussite, les modalités sont adaptées vraiment spécifiquement à votre entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. La manière dont vous allez ne pas prendre une façon de fonctionner en télétravail toute faite, mais vraiment adapter la mise en place du télétravail à votre entreprise spécifiquement. Alors justement, moi je vous propose, on va dire, un plan de route pour mettre en place, pour sécuriser la mise en place du télétravail en 5 étapes. Donc, je vais détailler rapidement ces différentes étapes. Donc, étape 1, constituer l'équipe projet et définir des objectifs. Vous allez identifier un coordinateur et constituer l'équipe projet. Définir les rôles et responsabilités des services qui vont être concernés. Discuter des avantages, des inconvénients, et clarifier les objectifs. Et vraiment être là dans la prévision du projet pilote. Donc, on va répondre à des interrogations du style quels facteurs permettront de rendre l'expérience efficace et durable? Quels critères permettront de sélectionner les télétravailleurs, et notamment ceux qui feront partie du projet pilote? Que peut-on attendre de positif comme évaluation dans l'organisation? Ça va permettre en phase 5 d'évaluer ce que vous aurez mis en place et de voir si vos objectifs sont atteints ou pas. Ensuite, bien sûr, on va préciser les étapes. Donc, le comité va se réunir. Ils établissent une feuille de route et puis on choisit les services, les employés pour le projet pilote en fonction des critères d'admissibilité. Pardon.
Ensuite, dans une seconde étape, on va préciser les étapes, établir une feuille de route et puis choisir les personnes qui feront partie du projet pilote. Donc ça, il y a des procédures assez faciles à mettre en place pour ça. On va se poser ce genre de questions, qui est éligible au télétravail, par quel service on commence pour faire les tests. Voilà, comment va-t-on mener le projet pilote et comment on va l'évaluer. À cette étape, il faut vraiment préciser les modes d'évaluation qu'on va regarder à l'étape 5. Mais comment on évalue les conséquences sur l'équipe qui va télétravailler. Alors vraiment étape 3, là on boucle l'ensemble de la préparation du projet pilote. Donc on va identifier les retours sur investissement, réaliser une enquête auprès du personnel dans son intégralité et sélectionner les participants au projet pilote. Donc quels résultats on escompte suite à la mise en place du télétravail, quelle enquête mettre en place pour choisir les employés et combien seront finalement éligibles. Avant-dernière étape, on lance le projet pilote. Ça y est, c'est le grand jour. Donc, on va communiquer auprès du personnel, organiser éventuellement une réunion de démarrage du projet pilote. Il faut vraiment que tout ça soit transparent, que chacun sache pourquoi on commence par telle ou telle équipe et est-ce que eux seront concernés et dans quelles conditions. Et puis, éventuellement, on peut commencer à rédiger une première charte de télétravail qu'on va pouvoir modifier suite à la phase 5. Donc, on peut se poser ce genre de questions. Quelles règles on va fixer lors du projet pilote ? En dernière étape, on évalue le projet pilote, on réalise un bilan, donc ça c'est en fonction de tout le travail de préparation qu'on a fait avant, et puis on en tire des enseignements, et puis on décide qu'est-ce qu'on généralise, qu'est-ce qu'on modifie éventuellement, voilà, pour vraiment bénéficier de ce test grandeur nature. Donc, comment je vais améliorer ma charte, comment rassurer l'ensemble des managers, quelle formation mettre en place pour mieux communiquer à distance, etc. Voilà, toutes les questions que vous pouvez vous poser. Donc, adaptez vraiment ces étapes à votre entreprise. Moi, je ne sais pas combien d'employés vous avez dans votre entreprise. Donc, effectivement, ce sont des grandes étapes. Si vous êtes une petite PME, vous ne ferez pas forcément ces 5 étapes. Vous allez mettre en place le télétravail, réfléchir à l'ensemble des dimensions, mais sans forcément mettre en place un projet pilote. Si vous êtes une ETI, par exemple, là, je vous conseille quand même de mettre en place ce projet pilote sur un petit service et puis ensuite de le généraliser. Mais vous pouvez le faire de manière assez rapide. Tout dépend de vos objectifs, de votre habitude aussi au télétravail. C'est vrai que maintenant qu'un très grand nombre d'employés se sont frottés au télétravail, ils connaissent leurs limites, il y a déjà des choses qui peuvent être plus faciles à mettre en place. Je vous le disais, le télétravail, c'est aussi des bénéfices cachés, vraiment très importants, ce que j'appelle des pépites. Les pépites, notamment du dialogue centré sur l'activité. Donc ça, c'est vraiment très important à ne pas sous-estimer. À partir du moment où vous mettez en place un dialogue sur l'activité de travail dans les équipes, vous allez voir que il va en ressortir vraiment des choses très intéressantes. Et vous allez voir que justement, les managers, à cette occasion, vont reprendre confiance dans leur équipe puisqu'elles vont se rendre compte que les gens sont vraiment très impliqués dans leur travail. Une amélioration de vos réunions aussi, quand on réfléchit sur la manière dont on fait des réunions, forcément on va faire des réunions qui vont être plus efficaces, plus courtes et donc avoir davantage de temps de travail. C'est vrai que beaucoup d'employés se plaignent de passer leur temps en réunion, mais si on optimisait ces réunions,
Vraiment, on gagnerait un temps précieux à davantage pouvoir avancer sur les différents dossiers. Et puis une mise à jour des pratiques managériales, voilà, plutôt que le management à vue, ça va être travailler sur des objectifs, avoir davantage l'habitude dans une équipe d'avoir des objectifs qui vont être précis, et puis d'avoir un management qui va être vraiment sur le résultat, qui peut aussi être accompagné par des formations, hein, ou du coaching pour les managers. L'idée, c'est vraiment ici de profiter de la mise en place du télétravail pour changer un peu les pratiques managériales et en les améliorant. Et puis vous verrez la motivation des employés, puisque à partir du moment où vous avez plus de marge de manœuvre, plus d'autonomie, il y a plus de confiance qui se crée automatiquement dans l'entreprise, plus de satisfaction, on l'a vu, parce qu'un meilleur équilibre vie pro, vie privée. Voilà, vous avez vraiment des salariés qui vont être beaucoup plus motivés au travail, qui vont mettre davantage de cœur à l'ouvrage, et pour votre entreprise, c'est vraiment, vous le savez, c'est vraiment très précieux. Alors moi, je vous accompagne donc tout au long de cette mise en place, si vous le souhaitez, si vous en avez besoin. Notamment, je peux animer des ateliers pour vos équipes pour la coordination du projet pilote. Donc pour décider des différents points, pour vous accompagner aussi, j'ai différents documents qui vous permettront de structurer un petit peu la mise en place du télétravail. Je peux être aussi vous conseiller tout au long du projet, notamment je propose du coaching à distance. Donc c'est 1 heure et demie, on fait un point d'1 heure et demie sur la manière dont les choses évoluent pour vous. Et puis ça, je peux vous proposer différents points, différents moments de la mise en place du télétravail. Donc c'est une manière aussi très efficace d'avancer. Je peux vous proposer aussi des enquêtes auprès du personnel et des équipes, des outils d'évaluation du projet pilote également. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et puis, des formations aussi aux bonnes pratiques du travail à distance. Et puis, ça peut être une formation auprès des managers de l'animation de réunions à distance. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais beaucoup. Et puis, également aussi de comment on gère une réunion à distance et quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place qui peuvent vous faire gagner du temps et de l'efficacité surtout. Donc, on a vu dans ce webinaire que mettre en place un télétravail bien mené va avoir un ensemble d'aspects bénéfiques sur la motivation des salariés, donc sur la production et la productivité de ces salariés par rapport à votre activité, sur une meilleure organisation qui va encore augmenter cet effet-là. Et donc, il y a vraiment un effet levier qui va avoir aussi des conséquences sur votre entreprise et sur la responsabilité de votre entreprise, notamment au niveau écologique et puis au niveau social, puisque des gens qui ont un meilleur équilibre vie pro, vie privée, c'est des gens plus heureux, donc une société en général qui est plus épanouie. Et également, je voulais vous donner un dernier petit mot pour vous dire que c'est vraiment une super aventure. Moi, les entreprises que j'accompagne sur ce sujet, c'est toujours des découvertes qui sont vraiment très intéressantes. Le fait de pouvoir parler de son activité dans un service, tout en voilà, le télétravail finalement devient un espèce de prétexte et ça rejaillit sur l'ensemble du service et l'ensemble de la production de l'entreprise. Et donc, c'est une super aventure et qu'il faut que je vous encourage à tenter. Vous pouvez continuer à me suivre sur la chaîne YouTube Psychologie numérique. Donc, je diffuse différentes vidéos assez régulièrement, donc sur le design d'expérience, le travail à distance, le télétravail.
Et je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Je serai très heureuse de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et je serai ravie d'échanger également avec vous sur ce sujet ou sur un sujet connexe. Merci.